BFM Business, les chroniques de l'été, les 10 défis de la reprise. Nicolas Dose. Bonjour et bienvenue autour des 10 défis de la reprise économique avec Emmanuel Le Chypre et avec Jean-Marc Daniel. Aujourd'hui, l'entreprise sera-t-elle plus ou moins vertueuse? Le pire du monde d'avant ou le meilleur du monde d'après? Il s'est passé quand même vraiment des choses pendant ce qu'on a vécu et là probablement c'est là où les choses sont les plus structurelles. C'est là où les révolutions vont être les plus durables. Le télétravail propulsé, les plateformes collaboratives, les outils de visioconférence. Là, c'est pas l'épaisseur du trait. Et certains ont même découvert que ça existait et que c'était utilisable à l'occasion de cette crise. L'accélération numérique a été incroyable. Tous les professionnels vous disent qu'ils ont fait 3-4 années de croissance en l'espace de seulement 24 mois, 18 mois. Enfin, 18 mois plutôt. On a multiplié les accords de performance collective. C'est aussi peut-être un progrès du dialogue social dans l'entreprise. Et puis, certaines entreprises vont aller un peu plus loin, un peu plus vite dans la façon de repenser les chaînes de valeur, dans la façon de passer à l'acte en termes de relocalisation, principalement d'ailleurs de R&D. Dans un des défis sur la relocalisation, Emmanuel avait beaucoup insisté sur cette question de R&D, de propriété intellectuelle. La robotisation aussi pour gagner en productivité. Et puis, c'est quand même quelque chose qui s'est accéléré, aidé, c'est vrai, par la loi, mais il y a pas mal d'entreprises qui versent dans ce mouvement. Alors ça va faire rire Jean-Marc Daniel, j'en suis certain, de l'entreprise à mission, du fait d'inscrire une raison d'être dans ses statuts, du fait de ne plus simplement parler des critères de RSE, mais d'essayer de s'y tenir, parce que les investisseurs, parce que les consommateurs, parce que les salariés, parce que tout l'écosystème est de plus en plus sensible à ces fameux critères et la manière dont on arrive à en prouver l'existence et à en valider les résultats. Ça vous énerve quand je dis que la RSE existe et que c'est peut-être pas négociable aujourd'hui, Jean-Marc Daniel, et que ça fait partie de l'entreprise de demain. Oui, la RSE existe en tant qu'élément de vente, en tant qu'élément de marketing. C'est-à-dire que je ne sais pas, comme je le dis souvent, s'ils sont des vrais humanistes, les partisans de la RSE, mais je pense que ce sont des faux culs. Et donc, à partir de là, on l'a vu avec le cas cette année, indépendamment de la crise Covid, du destin du PDG de Danone, qui est un cas assez emblématique et assez intéressant. Faber, oui. Et donc, mais par-delà ça, par-delà cette situation, je pense qu'effectivement, l'entreprise va être obligée de tenir compte de l'image qu'elle a, là aussi parce qu'elle est en concurrence. Plus elle est en concurrence, plus d'éléments vont entrer en jeu pour lui permettre de se distinguer de ses concurrents. Et parmi ces éléments, il y a effectivement son image, la façon dont elle est perçue, à la fois par ses salariés, par ses clients, les consommateurs, les fournisseurs, les donneurs d'ordre aussi. Alors, ils exigent maintenant qu'on puisse valider des engagements sociaux, écologiques. Et par-delà cet aspect, je pense que l'histoire est en train de rendre justice à Serge Tchuruk. Vous savez, qui avait dit qu'on allait créer une entreprise sans salariés. La Fabless Factory. La Fabless Factory. Et donc on voit sans usine à l'époque. Sans usine. On voit de plus en plus d'entreprises en fait qui généralisent la sous-traitance, qui explose littéralement leur structure, leur organigramme, la relation client-fournisseur qui se met en place dans les relations de travail à la place d'employeur-employé va dans le même sens. Et donc, on peut même se poser la question de savoir si avec le télétravail, le numérique et tout ça, il y a des lieux qui vont continuer à être des entreprises. L'entreprise industrielle, c'était un atelier. Est-ce que l'atelier n'a pas vocation à disparaître et pour être remplacé par les interconnexions entre les différentes parties prenantes grâce à Internet. Alors, donc l'entreprise de demain, elle sera en RSE, mais selon la vision de Serge Tchuruk. Ouais, alors je pense que ce phénomène existe, que cette tendance est là. Elle est quand même pas hyper rapide, cette tendance de la bascule de la relation employé-employeur à la relation client-fournisseur. Elle existe. Hein. 85% des actifs sont en CDI quand même, des bons vieux contrats. Il se crée 80 000 auto-entrepreneurs par mois, alors qu'avant la récession et la crise sanitaire, on n'était qu'à 50 000. Une entreprise moins ou plus vertueuse après, Emmanuel Le Chypre? Je pense qu'on aura une partie du mauvais monde d'avant pendant cette sortie de crise, parce qu'il ne faut pas rêver. Ouais. Il y a énormément d'entreprises qui ont souffert, d'entreprises qui ont besoin de se restructurer. Et les bullshit jobs qui vont dégager. Ont besoin de faire des économies. Et donc oui, on va avoir des licenciements, notamment parce que, on va se rendre compte qu'il y a des emplois qui ne servaient à rien. Deux, qu'il y a des emplois des bullshit jobs qui sont... Non, c'est pas tout à fait ça le bullshit job. C'est le job inutile. Il y a un problème de sens dans la notion de bullshit job. C'est pas quelqu'un qui ne fait rien. Non. C'est pas quelqu'un qui est payé à rien faire. C'est quelqu'un dont le boulot n'a pas de sens. Oui, il est inutile. Voilà. Il peut être utile. Il peut être utile sans être un emploi complètement, si tu veux, qui manque de sens. Il y a des gens qui sont payés à ne rien faire.
C'est pas la même chose qu'un bullshit job. Ok, je suis désolé. j'admets. Voilà. Bon, Faut conclure, Ça, Emmanuel. c'est pas la différence, Donc c'est voilà. pas la définition de David Donc Graeber. ça c'est sans doute des délocalisations, oui, des emplois supprimés, oui. Après, effectivement, on entre dans un monde où l'entreprise est obligée d'être plus verte, de toute façon, notamment sous la pression financière, parce que là, ça change très vite, et que les entreprises changent très vite, mais pour une raison très simple, c'est que c'est leur intérêt. La raison d'être, par exemple, tout le monde trouvait ça ridicule. La réalité, c'est que dans le mode de management que va impliquer le télétravail, vous avez besoin que la raison d'être, qui est la colonne vertébrale de l'entreprise, tout le monde s'en empare dans l'entreprise pour être plus autonome. Donc c'est devenu un outil très important de management. Donc oui, c'est ça la magie du capitalisme. C'est que tout simplement par intérêt, et je le redis, par intérêt, pas par générosité, pas par vertu, etc., les entreprises vont devenir plus vertes, plus soucieuses de tout l'environnement de l'entreprise, social, écologique, et que ce sera sous la pression des financiers, et tout ça, ce sera pour gagner plus d'argent dans cette formidable plasticité que nous offre l'éternel capitalisme. Les investisseurs sont très sensibles aujourd'hui à ces fameux engagements et au fait que l'on puisse les valider, les calculer, les auditer et les certifier. Mais pas parce que leur vrai souci, c'est la sauvegarde de la planète. Mais bien sûr, le DAF, il n'est pas altruiste, on est bien d'accord. J'ai pas prévu un défi sur les bullshit jobs, Jean-Marc Daniel, je suis désolé. Mais le bullshit job, c'est qui n'a pas de sens, non pas pour celui qui l'exerce, mais pour l'entreprise. Le bullshit job, c'est vraiment un emploi inutile. Moi, j'appelle ça un job inutile. Allez, on va pas faire un débat. C'est David Graeber qui est l'homme qui a déposé je ne suis pas d'accord. Bon, c'est comme ça qu'il l'a défini. Non, pas complètement. Vous manquez de subtilité, les amis. Vous me rajoutez un 11e défi et vous êtes en train de me mettre 1 minute 30 dans la vue. Bon, c'était l'un des 10 défis de la reprise post-Covid sur BFM Business. BFM Business, les chroniques de l'été.